Donc, bienvenue à ce webinaire qui vise deux grands objectifs. Présenter quelques résultats d'une étude précédente sur l'expérience des patients francophones en situation de concordance linguistique et de discordance linguistique. Donc, ça, c'est Anne Benchet et moi-même qui allons faire cette présentation. Puis, je vais le dire tout de suite, mais Anne va l'expliquer. La discordance linguistique, c'est lorsque le patient et le personnel de la santé ne communiquent pas dans la même langue. Mais Anne va pouvoir donner un petit peu plus de précision. Donc, on présente les principaux résultats d'une étude qu'on a fait qui se termine maintenant. On est à préparer il y a 3 articles qui sont prévus, un en français, un en espagnol, parce qu'il y avait une composante qui touchait les hispanophones, puis un en anglais qui fait comme une comparaison des deux. Ensuite de ça, en fait, on voulait profiter de l'occasion aussi pour lancer une nouvelle étude. Donc ça, c'est Stéphanie Collin qui est avec nous et Chantal White qui vont nous parler de la nouvelle étude et aussi on profite de l'occasion pour lancer le sondage là, pour cette nouvelle étude. Donc, il y aura une période de questions, discussion aussi qui est prévue avec les gens du public. Donc, on vise à terminer le tout avant 13 heures. Tout de suite, je laisserai la parole à Anne Benchet. Moi, je ne vais pas intervenir tout de suite, je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, il va nous parler de l'étude précédente. Donc, Anne, je crois qu'Anne va nous... non, c'est moi qui dois partager le PowerPoint. Je peux le Euh, faire si tu veux. Je Non, non, l'ai. Tu l'as? c'est là, ça s'en vient. Il faut juste que je partage. Donc, partager ici et que je En trouve... attendant, je peux me présenter. Donc, moi, c'est Anne Benchet et je suis professeure de traduction au département de traduction et des langues à l'Université de Moncton. Et donc, c'est ça, je vais vous présenter la recherche qu'on a menée en 2024-2025, dont Eric parlait à l'instant, puis qui s'intitulait Étude exploratoire de la discordance linguistique en santé chez les patients et patientes francophones du Nouveau-Brunswick. Il y avait en parallèle à cette recherche un volet qui portait sur les hispanophones. Donc, on a mené exactement la même recherche auprès d'un public hispano. Donc là, je nous vois, voilà. Donc, on peut aller à la prochaine vignette si tu veux. Voilà, donc on était quand même une équipe assez importante. Vous avez les noms qui s'affichent pour l'instant. Puis on avait notamment des collaborateurs et collaboratrices de l'Ontario qui ont travaillé sur le volet plus quantitatif sur la même question, donc la question de concordance linguistique et discordance linguistique en milieu de la santé. Puis comme partenaire communautaire, on avait Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et le réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick qui nous a vraiment appuyés pour aller diffuser nos outils de collecte de données. Et donc, la recherche était financée par Recherche NB. On peut changer de vignette, Eric, s'il te plaît. Donc, pour donner un petit peu de contexte, au Nouveau-Brunswick, la loi sur les langues officielles de 2022 promeut l'offre active en santé, donc le hello bonjour qu'on entend à chaque fois normalement qu'on doit entendre quand on va dans les services de santé. Et donc, il est clairement mentionné que les réseaux de santé doivent offrir activement les services dans les 2 langues officielles. On peut continuer. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, puis là, c'est ça, on voit le contexte qui nous a amené à mener notre recherche. Donc, en 2022, on voit que chez les francophones qui préfèrent, je vais juste lire la phrase qui est là, 81% des personnes qui préféraient le français ont reçu leur service dans la langue de leur choix, alors qu'on voit qu'en anglais, c'est 96% des personnes qui pouvaient obtenir les services dans la langue de leur choix. Donc, on voit déjà qu'il y a un écart ici. Et on voit un autre écart en fonction des réseaux de santé, puisque dans le au réseau Horizon, c'est 36% de la patientèle seulement qui préférait recevoir les services en français, qui les ont reçus dans cette langue, alors que c'était 89% dans le réseau Vitalité. Donc, on voit quand même qu'il y a un écart important. On peut passer à la suivante.
Là encore, des chiffres qui nous montrent que 68% de la patientèle qui préférait recevoir des services en français les ont obtenus dans leur langue quand il s'agissait de rencontrer un spécialiste, contre 97% chez les anglophones. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a un pourcentage important de patients et de patientes francophones qui vivent des situations de discordance linguistique dans le système de santé. Donc, discordance, c'est-à-dire que le prestataire de service et le patient ou la patiente ne partagent pas la même langue de communication. Donc, du coup, on a défini différents objectifs de recherche. L'intention était d'étudier les interactions linguistiques entre les patients, les patientes et le personnel de santé. Puis on s'est demandé quelle forme pouvait prendre la discordance linguistique qui était vécue et quelles conséquences avait cette discordance linguistique sur l'expérience en santé pour les francophones au Nouveau-Brunswick. On peut passer à la suivante. Donc, il y avait déjà eu des études antérieures quantitatives en Ontario. Donc, c'est des analyses qui étaient basées sur des données administratives. Et ces études ont montré les effets de la discordance linguistique sur les services et la santé des patients et des patientes. Et donc, il a notamment été montré que la discordance ou la concordance est déduite des compétences linguistiques auto-déclarées des médecins et de la langue préférée des patients. On peut passer à la suivante. Donc là, vous avez après des références de recherche qui ont été menées. Donc nous, on avait une approche qualitative pour mieux comprendre les expériences des patients et des patientes. Et donc, voilà, donc nous avons rencontré 14 personnes francophones qui avaient tous et toutes des problèmes, des problèmes chroniques de santé. Comme ça, on avait la certitude qu'ils avaient des contacts avec les prestataires de santé réguliers. Et puis, on a essayé de rencontrer du monde un petit peu partout dans la province. Et donc, on a analysé nos données avec MaxQD. On a fait une analyse thématique. Parfait. Donc là, je crois que c'est moi qui enchaîne ici. Donc, ce qu'on a voulu comprendre dans une approche ici qui se voulait plus compréhensive et qualitative, à la différence des études qui avaient été faites, qui étaient plus quantitatives, qui étaient fondées sur des données administratives, euh, qui permettaient de déduire la concordance ou la discordance linguistique à partir de la langue. Les compétences linguistiques déclarées du médecin puis des patients. Mais nous, on voulait aller voir du côté des patients en faisant des entrevues pour voir un peu quelle forme ça pouvait prendre la discordance linguistique. Et on s'est dit qu'il pouvait y avoir, oui, une différence de langue entre le personnel de santé et les patients francophones, mais même si on utilise la même langue, il peut y avoir aussi une forme de discordance dans le sens que, puis on a identifié trois types ici. Euh, il peut y avoir, par exemple, l'utilisation d'un jargon médical, un vocabulaire plus technique, plus pointu, qui fait en sorte que c'est pas toujours facile pour le patient de bien comprendre lorsque le médecin lui explique ou lui donne comme instruction. Mais même aussi au sein d'une même langue, il peut y avoir des différences au niveau de l'accent qui fait en sorte qu'il peut y avoir une difficulté de compréhension de la part des patients. Mais dans notre étude, on avait un échantillon quand même assez limité. Là, c'est pour ça qu'on veut poursuivre la recherche. On a surtout rencontré des cas de discordance linguistique du premier type. Donc, les gens nous ont surtout parlé là, de la discordance linguistique au niveau de la langue. Puis ici, on parle surtout des francophones. Là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on met de côté le volet hispanophone là, pour la présentation de ce midi. Donc, je vais vous donner un peu quelques exemples qui illustrent les formes de discordance linguistique. Par exemple, ici, un répondant qui raconte que j'ai rencontré à Saint-John des infirmiers qui ne parlaient pas du tout français. No French, comme ça que je les appelle, c'est-à-dire ils connaissaient bonjour et c'est tout. Donc là, on est en présence du premier type de discordance linguistique. Euh, le deuxième type, ici, et je cite, c'est qu'on met les médecins sur un piédestal
Les médecins parlent, ils utilisent des grands mots, ils utilisent des choses qui perdent tellement les gens ne savent même pas quoi questionner. Donc, on voit ici qu'il y a une forme d'incompréhension liée à un jargon médical dans certaines situations. Puis on peut noter ici l'idée du piédestal sur lequel on met le médecin, ce qui fait en sorte qu'on les voit un peu comme une figure d'autorité. Ce que ça fait, c'est que ça peut être difficile pour le patient de se sentir à l'aise de demander le service en français quand on voit un peu cette hiérarchie-là qui s'établit entre le médecin et le patient. Troisième type, là, ici, c'est pour illustrer quand on a affaire à des accents qui sont différents. Donc, je vais citer le premier extrait ici. Peut-être que l'accent a fait que je ne l'ai pas compris la première fois, mais il a fallu qu'elle me le dise 2, 3 fois, puis c'est comme, ah, OK, il faut que l'oreille se fasse. Donc, il peut y avoir ça aussi qui intervient dans les interactions entre le patient et le personnel de santé. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on est en présence d'un phénomène d'anglo-normativité dans certains pans du réseau de santé au Nouveau-Brunswick. Donc, anglo-normativité qui favorise, dans certains cas, la discordance linguistique. Puis ici, on a une définition. L'anglo-normativité, c'est un système de structure, d'institution, de croyances qui fait de l'anglais la norme de communication. Puis on va l'illustrer à travers les mots des patients, cette anglo-normativité. Donc, pour les patients bilingues, par exemple, le personnel va les encourager à utiliser l'anglais. Puis ici, on a un exemple, un répondant qui s'est fait dire « Ah, tu es bilingue, ben, tu peux voir quelqu'un d'anglophone. » Donc ici, le fait d'être un francophone bilingue constitue en quelque sorte un désavantage pour avoir les services en français. Pour aussi un autre argument qui revient souvent pour inciter les patients à utiliser les services en anglais, c'est pour obtenir un service plus rapide. Donc, le personnel va encourager les patients à aller du côté anglophone. Donc, un extrait ici, donc, on a demandé pourquoi est-ce que ces personnes-là t'ont envoyé justement vers des personnes anglophones, selon toi? Bien, mon médecin m'a dit que c'était parce que ce serait plus rapide. Donc, c'est un exemple ici, mais on en a eu plusieurs. Et quand on veut savoir, dans ce cas-ci, si on a un cancer, la rapidité du service devient importante. Donc, je cite la suite de l'entretien. Donc, la question, est-ce que c'est important pour vous que ça soit rapide ou c'était plus pour eux? Bien, dans le cas du bouton qui peut être cancéreux, oui, c'est important parce que quand tu parles cancer, c'est le mot que tu n'aimes pas entendre. Donc, ça place les patients dans des situations où ils doivent décider entre un service rapide en anglais ou un service en français. Là, je cite, j'ai toujours une décision à faire, à savoir, bon, je prends-tu un service en français ou je prends un service en anglais, tu sais? Puis des fois, pour sauver du temps, on va dire, OK, on est-tu mieux de le faire en anglais? Il y a le contexte de pénurie aussi qui revient souvent comme une justification du fait que c'est difficile d'avoir accès à du personnel spécialisé, par exemple, en français. Ce qui est difficile en santé, je cite, c'est qu'il y a comme une pénurie un peu partout, fait qu'on prend les spécialistes qui nous sont offerts juste là. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que le choix de la langue de communication résulte souvent d'une négociation qui favorise l'anglais. Puis je cite ici, moi, je vais commencer en français et puis je vais avoir affaire à quelqu'un, si qui ne parle pas français, mais qui peut le comprendre et qui va me répondre en anglais, moi, je vais continuer en français en espérant qu'au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Et puis, au final, on va finir en anglais. Un autre extrait montre que le fait de vouloir utiliser le français peut provoquer une attitude chez le personnel. Je cite, comme quand on va avoir le service puis on le demande, on a une attitude. Les personnes à qui on demande, ils ont une attitude avec nous autres en voulant dire, mais toi, comme tu es capable de t'exprimer, get with the program, tu sais. Puis l'expression avoir une attitude, c'est connoté. Ça veut dire que la personne, soit dans son non-verbal, dans le ton de sa voix, exprime une forme d'insatisfaction, de désapprobation. Puis l'expression get with the program, que je ne connaissais pas,
signifie de demander à la personne de se conformer aux attentes des autres, ici du personnel de la santé. Donc, on voit ici qu'il y a une pression qui est exercée pour imposer l'anglais. À la diapo, ici, on a constaté que pour ce qui est des questions de santé, c'est important pour les gens de recevoir le service en français dans leur langue où ils sont le plus à l'aise. Puis on le voit ici, ça ressort dans l'extrait. Quand on a un problème de santé, que ce soit un problème de santé mentale ou physique, tu es beaucoup plus à l'aise de parler dans ta langue maternelle parce que c'est une question d'émotion. Tandis que si c'est une question de faire réparer mon auto, par exemple, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment différent et particulier pour ce qui est des services de santé. Nous avons des participants qui jugent important de demander et d'obtenir des services en français par respect des Acadiens qui ont lutté pour le français avant eux. Et je cite ici, tu sais, on fait ça en anglais parce que c'est plus facile, right? Puis moi, je suis un petit peu assimilé. Des fois, je fais ça moi-même. Mais c'est très irrespectueux envers tous ceux qui ont travaillé pour nous pour qu'on ait notre place. Fait que tu sais, en respect pour ça, je pense qu'il faut juste continuer de se battre, puis d'assumer notre culture, puis d'assumer notre différence. Donc, il y a cette attitude-là de la part de certains répondants, mais il y en a une autre aussi attitude. C'est plutôt une attitude de résignation ici par rapport à une situation qui est difficile à changer. Donc, on est tellement habitué de ne pas avoir le service qu'on vit avec ça. Un autre extrait aussi. Donc, des fois, c'est juste plus facile d'aller avec l'anglais. Je trouve ça de valeur à dire, puis je trouve ça, c'est bad, parce que je me dis, si tout le monde fait ça, bien, à la longue, il n'y aura plus de service en français, parce qu'ils vont dire, ah bien, ils n'ont pas besoin de service, ils n'ont pas besoin de donner des services en français, parce que tout le monde est correct de parler anglais. Donc, donc, on a analysé la dynamique linguistique au niveau des services, mais on a aussi voulu voir quels effets pouvait avoir la discordance linguistique sur les services. Et là, on a plusieurs termes qui sont ressortis. Donc, parmi les effets là, du point de vue des patients, hein, c'est vraiment au niveau des perceptions ici, bien, il y a le fait que la discordance linguistique peut susciter de l'incompréhension, peut provoquer des risques d'erreurs médicales. Il y a des patients qui vont moins utiliser les services s'ils ne sont pas offerts en français. Il y en a qui disent que c'est plus difficile de prendre des décisions pour sa santé. Il y en a qui ont dû confirmer leur compréhension de ce qui avait été dit par un médecin auprès d'autres personnels de santé, d'autres professionnels de la santé. Il y en a qui ont dit que ça demande plus d'efforts, c'est plus long. Puis, par exemple, il y a un répondant qui nous a raconté qu'il a manqué une opération en raison d'une interaction plus longue à l'enregistrement. Donc, ça, c'est des exemples d'effets qui nous ont été rapportés. Par contraste, la concordance linguistique offre plusieurs avantages. Et ici, on a mis un extrait. Donc, c'est toujours plus facile, plus réconfortant d'avoir quelqu'un qui parle notre langue dans un langage avec lequel on est à l'aise. On peut mieux expliquer les nuances s'il y en a à expliquer. On n'a pas besoin de faire un effort supplémentaire pour essayer de trouver le bon mot ou la bonne expression. Donc, on voit ici les avantages. Ce qu'on a voulu voir aussi, c'est les effets de la discordance linguistique ou de la concordance linguistique sur l'expérience vécue par les patients dans un contexte de soins. Donc, la colonne de gauche, on a des effets rapportés sur l'expérience des patients en cas de discordance linguistique. Donc, c'est une source de stress. On n'est pas sûr de soit d'être compris ou de comprendre. Il y a des émotions, beaucoup d'émotions qui sont rapportées dans les propos, donc de frustration, ça met de mauvaise humeur, des personnes qui sont dit se sentir agressées, il y a l'insatisfaction, il y a une forme de déception. Puis bon, si on regarde la colonne concordance linguistique, bon, on voit que c'est plus positif, c'est rassurant, les gens se sentent respectés, ça demande moins d'efforts, euh, etc. Donc, pour conclure, euh, notre étude a montré que la discordance linguistique, c'est pas binaire, c'est pas tranché, c'est pas oui, il y a discordance linguistique,
ou concordance linguistique. En fait, il y a beaucoup de nuances à apporter. Il y a des négociations linguistiques qui se passent au sein des établissements de santé. Il y a une forme d'anglo-normativité aussi qui peut favoriser la discordance linguistique. La discordance, aussi, ce qu'on a observé, ce qu'on a voulu voir, c'est que oui, la discordance linguistique a des effets sur les services et l'expérience des patients. Mais notre étude avait certaines limites. Donc, le premier, c'est un faible échantillonnage. Ça a été difficile de recruter des personnes. Et aussi la mémoire des gens. Donc, c'était des entrevues qu'on faisait. Et puis, c'était pas toujours précis quand on rapportait des expériences vécues, des fois il y a plusieurs mois. Euh, donc, il y a ça aussi comme limite. Et c'est un peu pour ça qu'on continue notre étude, la recherche pour essayer justement de combler en partie là, ces manques là, de la première étude. Et pour nous en parler, je vais arrêter le partage ici de mon côté. Euh, je vais laisser la parole à, je crois que c'est Chantal qui va enchaîner pour la prochaine présentation. Ou Stéphanie, une ou l'autre. Ça va être moi. Puis là, j'ai commencé le partage tout de suite, mais je suis en plein écran. Ça fait donnez-moi 2 secondes juste pour pouvoir enchaîner. Donc, voilà. OK. Parfait. Donc, ce deuxième volet-là est rendu possible grâce à un financement du Consortium national de formation en santé, qui est une initiative de la CUFC, c'est-à-dire l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, et aussi rendu possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. Donc, on est très, très reconnaissant envers nos bailleurs de fonds qui nous permettent de pousser plus loin un peu l'étude que Anne et Éric vous ont présentée. Donc, sans plus tarder, je vous présente un peu l'équipe pour ce deuxième volet. Donc, Éric Fogg se passe un peu de présentation. Vous le connaissez déjà. Donc, il est directeur de l'ICRML, donc l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Il est sociologue et c'est notre chef d'orchestre pour ce deuxième volet. Et on a aussi Anne, que vous avez rencontrée, donc Anne Binchet à l'Université de Moncton, qui est traductologue. Elle va analyser les dispositifs d'interprétation, de traduction et de médiation utilisés pour faciliter l'intercompréhension entre les patients puis les professionnels de la santé. Elle va aussi proposer des recommandations relatives aux outils langagiers. On a aussi la participation de à la fois Stéphanie Collin de l'Université de Moncton et de Crystal Kehoe-McLeod de l'Université Queen's. Donc, les deux sont spécialistes de la gestion des soins de santé. Pour sa part, Stéphanie Collin, forte de son expertise en gestion des services de santé, contribuera à formuler des pistes d'action destinées aux gestionnaires et aux décideurs à partir d'une meilleure compréhension de l'expérience des usagers et usagères. Et Crystal Kehoe-McLeod va apporter un éclairage sur l'organisation des services de santé, sur les ajustements possibles pour mieux répondre aux besoins des francophones en situation minoritaire. Donc, à ces chercheurs qui ont tous et toutes mis la main à la pâte pour cette première étude, s'ajoute l'équipe de la Nouvelle-Écosse. Avec moi-même, donc Chantal White, je suis professeure en linguistique, je suis formée en anthropolinguistique à l'Université Sainte-Anne. Moi, ce que je propose de faire, c'est vraiment une analyse discursive, surtout des entretiens. Je vais chercher à mettre en lumière les logiques linguistiques, c'est-à-dire les choix, les négociations qui sous-tendent les interactions entre les patients, patientes et les professionnels de la santé. Et j'aurai aussi l'énorme plaisir de travailler aux côtés de Ramona Blinn, qui est une ancienne étudiante de la maîtrise à l'Université Sainte-Anne, qui, dans le cadre de sa maîtrise, justement, qu'elle a menée sous ma direction, avait travaillé sur les façons que les gens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
parle de la santé au quotidien. Et Ramona travaillera à côté et en collaboration avec Shayna-Ève Hébert, qui est étudiante au doctorat en sociolinguistique à l'Université de Moncton et qui avait été aussi impliquée dans le premier volet de la recherche. Donc, cette belle équipe-là compte aussi sur la participation de nos merveilleux partenaires. On compte vraiment sur nos partenaires pour nous aider avec le recrutement, pour inciter leurs membres à remplir le sondage et à participer. Un peu comme Éric vous en avait parlé, on avait un petit problème d'échantillonnage au niveau de la première étude. Ça fait qu'on essaye vraiment d'avoir un échantillon le plus représentatif possible des patients et patientes francophones des systèmes de santé au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. On avait constaté justement que le profil des participants de notre première étude était assez uniforme, c'est-à-dire qu'on avait réussi à rejoindre des gens qui étaient très éduqués, assez aisés. Cette fois-ci, on cherche aussi à aller rejoindre des nouveaux arrivants francophones parce qu'en plus, ils doivent naviguer un système qui leur est à toute fin pratique étranger, en plus de composer avec les enjeux liés à la langue de service. Puis, on a évidemment rajouté tout le volet de la Nouvelle-Écosse, puis on espère vraiment avoir une idée plus claire de comment ça se passe différemment d'une province à l'autre, à plus forte raison parce que, bon, au Nouveau-Brunswick, on vit dans une situation de bilinguisme officiel, alors que les francophones de la Nouvelle-Écosse ne bénéficient pas nécessairement des mêmes protections. C'est sûr qu'on a la loi sur les services en français, mais ça va jusqu'à un certain point. Donc, on veut vraiment avoir la participation à la fois de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Et pourquoi c'est important? Ben, c'est que la plupart des études qui ont été menées sont de nature quantitative, mais c'était vraiment important pour nous de chercher à mieux rendre compte de l'expérience vécue des patients francophones. Puis, une des choses on va rajouter en fin de compte, c'est vraiment pour bien saisir l'expérience des patients francophones dans toute sa complexité, c'était important pour nous de reconnaître qu'une personne n'est pas que francophone, mais qu'elle a aussi différentes caractéristiques sociales et identitaires qui peuvent influencer le type de soins qu'elle reçoit et aussi la qualité des soins qu'elle va recevoir. Donc, dans notre étude, on va vraiment essayer de tenir compte de bien sûr de la langue, mais aussi du sexe, du genre, de l'appartenance ethnoculturelle, du statut socio-économique, du niveau de scolarité, de l'âge et du lieu de résidence. Donc, je ne vous en dis pas plus et je cède la parole à ma collègue Stéphanie Collin qui va vous présenter un petit peu plus les objectifs de l'étude et aussi la méthodologie qu'on va adopter. Merci Chantal. Donc, ça me fait plaisir de prendre le relais avec justement les objectifs de l'étude. Donc, comme mes collègues l'ont dit, c'est vraiment dans une poursuite de peut-être cette première recherche-là, ou en tout cas cette première étape de recherche-là, qu'on est allé chercher ce financement-là, qui va vraiment nous permettre de répondre à une grande question, c'est de savoir quelles sont les expériences vraiment des usagers, des usagères francophones en contexte minoritaire là, dans leur parcours de soins, mais tout ce qui a rapport à la langue de service. Donc ça, on va le faire aussi en analysant certaines données ou certaines variables là, comme l'âge, le genre, par exemple, ou des données plus par rapport peut-être à l'ethnie aussi. Donc, voilà un peu qu'est-ce qui est notre grand objectif de recherche. On peut passer à la suivante, si tu veux. Merci, Chantal. Donc, nos stratégies de collecte de données, vous allez le constater, là, sont vraiment peut-être, comment je peux dire, sont mixtes, mais sont aussi interreliées entre elles. Là. Puis vraiment, sont déployées dans une suite logique, si je peux dire ainsi. Donc, aujourd'hui, on va parler tout à l'heure d'un sondage qu'on va lancer, auquel on aimerait que les gens ici participent, partagent dans leur entourage. Là. Notre but, c'est d'aller chercher, on l'espère, 150 personnes à la fois en Nouvelle-Écosse et aussi au Nouveau-Brunswick qui rempliraient le sondage pour vraiment
approfondir toutes les questions qui ont trait au parcours de soins, comme j'ai dit tout à l'heure, des usagers, usagères francophones en contexte minoritaire, pour ensuite aller mener une trentaine, on espère, d'entretiens semi-dirigés qui vont nous permettre de confirmer ou non qu'est-ce qu'a été les résultats qui vont découler des sondages, puis aussi vraiment dans une manière, qualitative, en savoir davantage sur l'expérience de soins. Tout ça, on va le compléter avec une méthode qui, on tente le terrain, on l'essaie pour une première fois, on est pas mal fiers d'essayer cette stratégie de collecte de données-là, qui est un journal de bord, qui est un journal de notes là, dans lequel on va demander encore une fois à une trentaine de personnes qu'on aura identifiées de prendre des notes sur leur parcours de soins, sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, puis de nous partager à la suite d'avoir terminé leur journal, leurs écrits. Ça va nous permettre, voilà, de trianguler nos données, puis bien évidemment de répondre à nos questions de recherche. On reviendra tout à l'heure là sur le sondage qu'on veut vous partager aujourd'hui. Merci. Puis voilà, les retombées, bien évidemment, si on est capable de mieux comprendre l'expérience de soins, les expériences des personnes là qu'on aura vues dans le cadre de ces 3 stratégies de collecte de données-là, nous, on trouve que ça va être utile, bien évidemment, pour les gestionnaires, les décideurs publics, qui œuvrent à améliorer l'offre de services de santé en français. On pense aussi que ça va nous permettre de peut-être mieux outiller les professionnels de la santé, puis ça va avoir des répercussions dans la formation. Et nous, les chercheurs, lorsqu'on mène des recherches comme ça, c'est certain que les résultats qui en découlent, on les apporte, on les partage dans la salle de classe. Donc, c'est très utile pour les futurs professionnels de la santé, puis les futurs gestionnaires aussi, là. Je pense à nos étudiants ici dans nos maîtrises en gestion des services de santé puis en administration publique. Puis finalement, plus globalement, ça a, on espère, des conséquences, en tout cas des répercussions sur les capacités les communautés francophones en situation minoritaire. On espère que ça sert à renforcer voilà, les capacités d'action. Donc, on arrive déjà à notre sondage qu'on lance en grande pompe aujourd'hui, si je peux dire, avec mon Dieu, comment est-ce qu'on appelle ça, ces petits carrés-là? J'oublie, Eric, aide-moi. Code QR. Le code QR! Oui, OK, voilà. Le code QR on vous invite déjà à numériser. Puis voilà, vous avez là la version française et anglaise de nos sondages. Si je ne m'abuse, Eric, je te regarde, il y aura un certificat cadeau qui sera tiré parmi les personnes qui auront rempli le sondage. Je te laisse la parole si tu veux, là. Ouais. Oui, donc il y a 2 tirages d'un certificat cadeau de 150 $ qui est prévu. Puis on veut laisser le temps aux gens de répondre au sondage. Donc on va le laisser, d'après moi, là, quelques semaines. Puis on va voir selon la participation là, qui va être faite là, sur le sondage. Puis le sondage, un peu, c'est notre porte d'entrée. Donc, les gens qui sont éventuellement intéressés à faire un entretien, ils peuvent l'indiquer dans le sondage. Et à partir des entretiens aussi, puis à partir d'un échantillon qu'on veut construire qui va permettre d'être représentatif aussi de la population. Donc, on va essayer de cibler certaines personnes pour les personnes intéressées pour remplir le journal de bord. Là. Donc, ça, c'est une idée, en fait, là, je veux le souligner, là, d'Isabelle Violette, là, au cours de notre première étude qu'on a fait, là, qui, justement, là, quand on constatait qu'il y avait des limites au niveau de la mémoire des gens, là, que ça serait peut-être un bon outil, puis on va le tester. Je crois que c'est terminé votre présentation. Chantal, Stéphanie, merci beaucoup.